Il y a des jours où l'on croit tout savoir, où le sol sous nos pieds semble solide comme un roc inébranlable, et puis, en un instant qui vous brûle la rétine et le cœur, tout s'effondre. Pour moi, ce jour-là n'est pas arrivé avec un cri assourdissant, ni même avec le fracas d'un pot de fleurs qui tombe, mais avec le doux, presque imperceptible, cliquetis d'une notification sur mon téléphone, un son que j'avais appris à ignorer, à associer à la banalité de nos vies connectées. Qui aurait pu deviner qu'une telle banalité recelait les prémices d'un tremblement de terre personnel, d'une fracture irrémédiable de mon monde? Je m'appelle Thomas. J'ai 42 ans, et jusqu'à très récemment, je me serais décrit comme l'archétype de l'homme ordinaire, celui dont la vie ressemble à une série de cases cochées sur une liste que la société nous tend dès la naissance. J'habite dans une de ces maisons de banlieue, pas trop grande, pas trop petite, avec son petit jardin bien entretenu et ses volets bleus qui saluent le soleil levant. Elle se trouve dans une ville de taille moyenne, ni trop agitée, ni trop endormie, où les voisins se connaissent de vue et les conversations de supermarché tournent souvent autour de la météo ou des travaux municipaux. Mes racines, elles, sont modestes, ancrées dans une famille d'ouvriers où la valeur du travail acharné était la première leçon apprise, et où le labeur n'était pas une punition mais une fierté, le fondement même de la dignité. Ma femme, Sophie, et moi, nous avions 2 enfants, une fille de 14 ans, Léa, et un garçon de 10 ans, Hugo, et je pensais que notre foyer était ce havre de paix, cette encre que l'on jette dans les eaux agitées du monde. Ma routine était une horloge bien réglée, une partition que je connaissais par cœur, le réveil à 6h30, le café fumant préparé en silence pour ne pas réveiller le reste de la maisonnée, la lecture rapide des actualités sur mon vieil iPad, puis la course contre la montre pour préparer les enfants avant de les déposer à l'école. Ensuite, c'était le bureau, un travail d'ingénieur qui, sans être passionnant, m'apportait une stabilité rassurante, un salaire qui nous permettait de vivre décemment, d'offrir des vacances annuelles et de ne pas trop nous soucier des fins de mois. Les soirs, après les devoirs et le dîner familial, c'était souvent des petits projets à la maison, des réparations, l'entretien du jardin, ou simplement un film devant lequel nous nous endormions tous les deux sur le canapé, Sophie blottie contre moi. C'était une vie simple, oui, mais pleine de ces petites joies qui, accumulées, construisent le bonheur, le rire de mes enfants, le parfum du dîner de Sophie, la chaleur de sa main dans la mienne. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, au fond, cette normalité précieuse, cette sécurité douce qui nous protège des tempêtes de l'existence? Je n'étais pas différent de vous, de n'importe qui d'autre, j'aspirais à cette tranquillité, à cette vie sans histoire majeure, persuadé d'avoir trouvé mon équilibre. Connaissez-vous ce sentiment où chaque jour est une douce répétition, un confort qui vous enveloppe, et où le plus grand souci est d'oublier de sortir les poubelles ou de tondre la pelouse? C'était mon quotidien, et je l'aimais. Notre monde, notre bulle, n'était pas non plus coupé de la réalité extérieure. Nous vivions, comme tant d'autres familles de notre époque, sous la pression constante d'un système qui nous pousse à toujours plus, à toujours mieux, sans jamais nous laisser le temps de respirer. Les difficultés financières, sans être écrasantes, étaient toujours présentes, comme une ombre furtive au bord de notre champ de vision. Il fallait jongler avec les prêts immobiliers, les études des enfants qui approchaient, les hausses de prix qui grignotaient inexorablement notre pouvoir d'achat. Il n'y avait pas de luxe extravagant, pas de folie, juste l'effort constant de maintenir le cap, de ne pas laisser le navire couler. Et puis il y avait le regard des autres, celui de la société qui nous dictait, sans un mot, ce que devait être la famille parfaite, le couple idéal, la réussite. Les attentes familiales aussi, la pression silencieuse de mes parents qui avaient tant sacrifié pour moi, de ceux de Sophie, qui attendaient de nous que nous soyons le pilier, le modèle de réussite et de stabilité. Tout cela formait une toile invisible, des fils qui nous liaient et nous modelaient, nous poussant à paraître, à maintenir une façade, même si elle se fissurait parfois sous les assauts de la vie. Cette histoire, ma propre histoire, elle n'est pas née dans le vide, croyez-moi. Elle a germé dans ce terreau-là, fait de pressions économiques, de relations complexes, d'un environnement social où l'image compte, où le paraître prend parfois le pas sur l'être. Les premiers signaux, si ténus, si faciles à ignorer, ont commencé à apparaître comme des grains de sable dans l'engrenage bien huilé de notre quotidien. Sophie a commencé à avoir des réunions importantes plus fréquentes, des dîners professionnels qui s'étiraient tard dans la nuit. Au début, je n'y voyais rien d'anormal. Elle était une femme ambitieuse, sa carrière était importante pour elle, et je l'avais toujours soutenue. Je me souviens de ces soirées où je préparais le dîner pour les enfants et moi, la cuisine imprégnée de l'odeur du plat réchauffé, le tic-tac de l'horloge qui semblait s'accélérer à mesure que les heures passaient et qu'elle ne rentrait pas. Quand elle arrivait enfin, épuisée, elle s'excusait d'une voix lasse, parlant de dossiers urgents, de clients exigeants.
Je hochai la tête, compatissant, lui proposai un thé, un massage d'épaule. Que aurais-tu fait, toi, à ma place? Aurais-tu douté de cette femme que tu aimais, de cette personne avec qui tu avais construit tant d'années, tant de souvenirs, tant de projets? J'ai repensé à sa nouvelle coupe de cheveux, ce petit effort supplémentaire dans sa tenue, ces nouvelles habitudes qu'elle avait adoptées, comme si elle était soudainement sortie d'une chrysalide que je n'avais pas vue se former. Des détails, me disais-je, des détails insignifiants, le signe d'une femme qui prend soin d'elle, qui s'épanouit. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur la table, était désormais toujours à portée de main, souvent tourné face cachée. Des messages arrivaient, des vibrations discrètes, et elle s'éclipsait pour y répondre, prétextant un appel de sa mère ou une collègue. Mon estomac commençait à se tordre, une légère anxiété s'installait, mais je la chassai aussitôt, la reléguant au rang des pensées toxiques, de la jalousie infondée. C'était juste le stress du travail, le mien et le sien, la fatigue qui nous rendait irritables. J'étais peut-être trop fatigué pour voir au-delà, trop désireux de croire que notre bulle était intacte. Ces signaux étaient comme de petites fissures dans le vernis d'un tableau, si minimes que l'on pouvait les attribuer au vieillissement naturel de l'œuvre. Mais elles étaient là, insidieuses, silencieuses, prêtes à s'agrandir. Le lent glissement vers l'abîme s'est fait par étapes, une descente progressive, presque imperceptible au début, comme une feuille emportée par le courant, ne réalisant sa destination finale qu'au moment de la chute. Première étape, le projet capital. Un jour, Sophie est rentrée à la maison, le visage illuminé par une excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle m'a annoncé qu'elle avait décroché un projet capital pour son entreprise, un truc énorme qui allait bouleverser sa carrière, lui ouvrir les portes des hautes sphères. Elle parlait d'heures supplémentaires, de week-ends passés à planifier, de déplacements. J'étais fier, sincèrement fier. Je lui ai dit, vas-y, fonce, je suis là pour les enfants, ne t'inquiète pas pour la maison. Nous étions dans la cuisine, le soir, les enfants étaient déjà couchés. Son sourire, si radieux, éclipsait les ombres qu'un coin de mon esprit, encore innocent, aurait pu déceler. Je la voyais comme une athlète sur le point de remporter une course, et j'étais son premier supporter. La conséquence immédiate fut que notre temps ensemble se réduisit à des bribes, des moments volés entre deux de ces sessions de travail. Je me suis senti comme un phare solitaire, ma lumière balayant l'océan, attendant un navire qui s'éloignait. Deuxième étape, le décalage émotionnel. Les réunions et les déplacements se sont multipliés. Elle était physiquement présente, mais absente. Quand elle était là, son regard était souvent ailleurs, perdu dans une rêverie que je ne pouvais partager. Nos conversations, autrefois fluides et intimes, devenaient hachées, superficielles. Je me souviens d'un soir où j'essayais de lui raconter ma journée, un problème au bureau qui m'avait pesé. Elle était assise en face de moi, les yeux rivés sur son téléphone, un sourire figé aux lèvres. « Oui, chérie, c'est terrible », a-t-elle murmuré, sans lever le regard, comme si elle était dans une bulle de verre insonorisée. Mon cœur s'est serré. C'était comme essayer de toucher un fantôme, mes mains passaient à travers. La maison, notre foyer, devenait un lieu de cohabitation, pas un lieu de vie partagée. Le silence entre nous était une présence oppressante, un mur de plus en plus épais que nos paroles ne parvenaient plus à traverser. Troisième étape, l'obsession technologique. Pour combler un peu de ce vide, et aussi par pur intérêt pour l'innovation, j'ai décidé d'investir dans une domotique poussée pour la maison. Caméras de sécurité connectées, capteurs de mouvement, thermostats intelligents, serrures à distance, même un système d'extinction d'incendie de dernière génération, capable d'inonder certaines zones de la maison en cas de danger. C'était mon nouveau projet, ma façon de me sentir utile, de créer un environnement encore plus sûr et confortable pour ma famille. Je passais des heures à paramétrer chaque détail, à visualiser l'interface sur mon téléphone. Fier de ce contrôle à portée de main. Ironie du sort, n'est-ce pas? Cette technologie que j'avais installée par amour et par souci de sécurité, allait devenir l'instrument de ma propre crucifixion. J'étais comme un archéologue qui, en cherchant un trésor, découvre une tombe. Quatrième étape, les premiers doutes concrets. Un soir, Sophie m'a dit qu'elle allait dîner avec Chloé, sa meilleure amie, pour parler d'un problème personnel. C'était une excuse classique, inoffensive. Mais mon instinct, cette petite voix au fond de moi que j'avais trop longtemps ignorée, s'est éveillée. J'ai jeté un œil à l'application de ma maison intelligente. Je savais que Chloé vivait à l'opposé de chez nous. Or, l'application m'indiquait qu'une lumière venait de s'allumer dans le salon. Puis, le système de son s'est activé.
C'était subtil, presque indétectable, mais cela m'a frappé. Elle était censée être chez Chloé. Alors, qui était là? J'ai rationalisé, me disant qu'elle avait peut-être oublié quelque chose, qu'elle était rentrée rapidement. Mais l'image des lumières s'allumant, le son discret, a laissé une trace, une piqûre d'épingle dans ma confiance. J'étais là, seul dans le noir de mon bureau, les yeux rivés sur un écran qui me montrait un fantôme de vie dans ma propre maison. 5e étape, l'accumulation des indices. Les réunions se sont multipliées, toujours plus tardives, toujours plus vagues. Elle était devenue une ombre, une silhouette qui traversait ma vie sans s'y arrêter. L'odeur d'un parfum inconnu sur ses vêtements, un léger rouge à lèvres que je ne lui connaissais pas, une carte de restaurant qu'elle a laissé traîner, une adresse que je n'ai pas reconnue. Chaque détail était comme une goutte d'eau tombant lentement sur la pierre, usant ma patience et ma certitude. Je me sentais déconnecté, comme un pantin dont les fils ont été coupés, vacillant au gré des brises. Mon sommeil est devenu agité, peuplé de cauchemars où des visages inconnus riaient dans ma maison. Je me levais le matin avec un goût amer dans la bouche, cette anxiété qui me serrait la gorge. Aurais-tu pu continuer à vivre dans ce déni, toi, à fermer les yeux sur l'évidence qui frappait à la porte? Chaque nuit, j'espérais que mes peurs étaient infondées, chaque matin, je me réveillais avec la même, terrible, interrogation. 6e étape, l'annonce fatidique. Un soir, quelques jours avant le drame, elle est rentrée, le pas léger, l'air joyeux, presque insouciant. Thomas, écoute, j'ai une réunion ultra importante ce week-end. Vraiment cruciale. Je devrais y passer la soirée et la nuit, c'est un séminaire avec les grands pontes de la boîte, un truc pour relancer un projet international. Je suis désolé, mais je ne peux absolument pas y échapper. Ses yeux brillaient d'une fausse sincérité, d'une lumière que j'avais autrefois aimée, mais qui me paraissait maintenant artificielle, presque cruelle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de peur, mais de cette certitude glaciale qui vous saisit quand vous savez que le dénouement est proche, inévitable. J'ai senti la lame de la trahison s'aiguiser, prête à s'abattre. Je l'ai regardée, un sourire vide aux lèvres. Pas de problème, ma chérie. Je m'occupe des enfants. Je n'avais plus de mots, seulement un pressentiment, lourd comme un couvercle de cercueil. Le jour est arrivé. Ce samedi soir-là. Sophie est partie, vêtue d'une robe que je ne lui avais pas vue depuis des mois, maquillée avec un soin particulier, parfumée d'une fragrance nouvelle et entêtante. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue, un geste machinal, presque froid. À demain, chérie. Ne m'attends pas. Sa voix était légère, trop légère. J'ai hoché la tête, un sourire forcé collé au visage, et je l'ai regardé s'éloigner, le cœur lourd d'une certitude amère. Les enfants étaient couchés, la maison silencieuse, et moi, je me suis retrouvé seul dans le salon, les lumières tamisées. Le silence était assourdissant, rempli de mes propres battements de cœur, de cette angoisse sourde qui me rongeait depuis des semaines. J'ai pris mon téléphone, l'écran froid sous mes doigts tremblants. L'application de la domotique s'est ouverte, un monde de petits icônes verts et rouges qui semblaient me narguer. J'ai activé les caméras, la lumière du salon de notre maison s'est allumée, le son s'est amplifié. J'ai vu le décor, notre canapé, la table basse, et puis, à l'écran, les silhouettes. Plusieurs silhouettes. Pas des collègues, pas une réunion. C'était une fête. Des rires, des voix. Des inconnus, des bouteilles. Et au centre, Sophie, la tête renversée en arrière, riant aux éclats, dansant avec un homme que je n'avais jamais vu. Mon souffle s'est coupé. Le monde s'est arrêté de tourner. Mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était ça, la réunion importante. C'était ça, les grands pontes de la boîte. Une rage froide, d'une intensité que je n'avais jamais connue, a déferlé en moi, balayant le choc et la douleur pour un instant. L'image s'est formée dans mon esprit, ma main crispée sur le téléphone, le doigt suspendu au-dessus d'un bouton. Le bouton d'activation du système anti-incendie. J'ai respiré profondément, un souffle rauque qui a déchiré le silence. Mon esprit était clair, d'une clarté effrayante. Je n'allais pas faire irruption, je n'allais pas crier, je n'allais pas me confronter à cette scène de débauche. Je n'allais pas leur donner ce plaisir. Je voulais que ce moment, leur moment de joie volée, se transforme en un cauchemar absurde, ridicule. J'ai appuyé. J'ai senti une étrange satisfaction, glaciale et vengeresse. Sur l'écran, j'ai vu l'arroseur s'activer, un jet puissant jaillir du plafond, inondant le salon.
Les rires se sont transformés en cris de surprise, puis en hurlements de panique. Les invités se sont enfuis, les bouteilles ont roulé, et Sophie, les yeux écarquillés, est restée figée un instant, trempée, avant de suivre le mouvement de foule. Mon cœur battait la chamade, mais une étrange paix s'est installée en moi. Le spectacle était terminé. La scène était muette, les lumières éteintes, l'eau ruisselait. Mon mariage venait d'être noyé. Les répercussions ont été un tsunami dévastateur, ne laissant derrière lui que des débris et un paysage désolé. Psychologiquement, je me suis retrouvé dans un état de choc persistant, une anesthésie émotionnelle qui me protégeait initialement de la douleur la plus aiguë, mais qui m'a ensuite plongé dans une torpeur profonde. Le sentiment d'être un idiot, un homme cocu, un naïf, me rongeait. Je revoyais en boucle chaque moment, chaque parole, chaque petit signe que j'avais ignoré, me torturant avec la question « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Le visage de Sophie, trempé et choqué sur l'écran, était gravé dans ma mémoire, une image qui se déclenchait sans prévenir, me tordant les tripes. La confiance, ce fil d'or invisible qui tisse les relations, était brisé, éparpillé en 1000 morceaux. Je ne pouvais plus faire confiance à personne, pas même à moi-même. Socialement, l'humiliation était palpable, même si l'incident n'avait pas été publiquement divulgué. Les amis, les connaissances, certains de nos proches qui avaient vent de l'affaire, leur regard changeait, chargé de pitié ou de curiosité morbide. J'avais l'impression d'être étiqueté, d'être le sujet de chuchotements. Sophie, furieuse et défaite, a tenté de minimiser, de nier, mais les traces de l'inondation et la fuite précipitée de ses invités parlaient d'elle-même. La façade de notre couple parfait, que nous avions si minutieusement construite, s'était effondrée, exposant au grand jour la vérité laide et brutale. Financièrement, la situation est devenue un cauchemar. Notre maison, bien qu'épargnée par un incendie, avait subi des dégâts des eaux considérables. L'assurance ne couvrait qu'en partie les réparations, et le coût de la remise en état était astronomique. S'ajoutait à cela la perspective d'un divorce, de la division des biens, des frais d'avocat. C'était comme si mon compte en banque se vidait au même rythme que mon cœur. Chaque facture, chaque devis était un coup de marteau supplémentaire sur les ruines de ma vie. Familialement, le choc a été terrible. Mes enfants, Léa et Hugo, ont été les victimes collatérales de cette guerre silencieuse. Léa, l'aînée, a compris une grande partie de ce qui se passait, même si nous tentions de minimiser. Elle est devenue silencieuse, distante, les yeux remplis d'une tristesse qui me déchirait. Hugo, plus jeune, ne comprenait pas la complexité de la situation, mais il sentait la tension, la froideur entre nous. Ses rires se sont faits plus rares, remplacés par des questions anxieuses sur pourquoi maman et papa ne se parlaient plus, pourquoi les repas étaient si silencieux. Notre foyer, autrefois un refuge, était devenu un champ de bataille émotionnelle où les enfants marchaient sur des œufs, craignant la moindre explosion. C'était une désintégration lente, douloureuse, des liens qui nous unissaient. Je regardais nos vies se transformer en une mosaïque brisée, chaque pièce s'éloignant inexorablement de l'autre. Après la tragédie, la vie continue, mais ce n'est plus la même vie. Le monde, lui, n'a pas arrêté sa course pour mes peines. Ma routine, cette encre que j'avais tant chérie, s'est transformée en un chemin de croix. Les matins, le silence n'était plus paisible mais écrasant. Les enfants, désormais partagés entre deux domiciles temporaires, laissaient un vide immense dans la maison. Je me retrouvais souvent seul, le soir, dans ce salon qui avait été le théâtre muet de ma révélation et de ma vengeance. Les odeurs d'eau et d'humidité s'étaient estompées, remplacées par une autre, plus insidieuse, celle de la solitude. Je préparais des repas pour une seule personne, écoutais le silence, et fixais les murs, comme s'ils pouvaient me rendre les réponses que je cherchais. Les tentatives de reconstruction sont lentes et douloureuses. J'ai commencé à voir un thérapeute, une voix neutre qui m'aidait à dénouer les nœuds de la colère, de la tristesse et de la culpabilité. J'ai aussi essayé de me reconnecter avec de vieux amis, mais les conversations étaient souvent gênées, empreintes de non-dits. Parfois, j'allais courir jusqu'à l'épuisement, espérant que la fatigue physique masquerait l'épuisement de mon âme. J'ai cherché refuge dans le travail, des heures supplémentaires pour ne pas penser, pour ne pas me laisser submerger par le souvenir des éclats de rire volés. Les week-ends étaient les plus difficiles, ces journées autrefois remplies du joyeux vacarme des enfants, devenues des déserts de silence et de réflexions amères. Je me sentais comme un arbre déraciné, tentant de se réimplanter dans un sol étranger, chaque fibre de mon être luttant pour retrouver un semblant de stabilité. La vie après, c'est un long apprentissage de la survie,
une exploration d'un territoire inconnu où les repères ont disparu et où chaque pas est une douleur. Ces épreuves, elles m'ont forcé à des réflexions profondes, à des introspections douloureuses. Qu'est-ce que l'amour, au fond? Est-ce une construction fragile, un château de cartes que le moindre souffle peut faire s'écrouler? Ou est-ce une force, capable de résister aux tempêtes? Et la confiance, qu'en est-il? Elle est le ciment de toute relation, mais une fois qu'elle est brisée, comment la recoller? Est-ce même possible? J'ai réalisé à quel point la vie est faite de choix, de petites décisions qui, prises les unes après les autres, peuvent nous mener sur des chemins insoupçonnés, parfois destructeurs. Les choix de Sophie, les miens, même celui d'installer cette domotique, tout s'est enchaîné dans une danse macabre qui a mené à cette fin. Je me suis interrogé sur mes propres peurs, mes propres doutes. N'avais-je pas, moi aussi, ignoré des signaux, préféré le confort de l'illusion à la vérité blessante? N'avais-je pas eu peur de regarder en face les failles de notre couple, de ma propre personne? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une trahison, c'est aussi celle d'un homme qui s'est réveillé de sa léthargie, forcé de faire face à la réalité, à ses propres faiblesses. Les conséquences, elles sont là, implacables. Elles ne se limitent pas à l'instant du drame, elles se propagent, comme les ondes après un jet de pierre, touchant tout sur leur passage. C'est une leçon brutale sur la fragilité de nos existences, sur la nécessité d'être vigilant, honnête, et de ne jamais tenir pour acquis ce que l'on a. Mais comment reconstruire quand les fondations mêmes sont pulvérisées? Comment se pardonner, et pardonner, quand la douleur est si vive? Je n'ai pas de réponse définitive, juste des questions qui tournent en spirale dans mon esprit, et le poids de mes propres choix. Cette histoire que je vous ai racontée, elle est la mienne, unique dans ses détails, mais universelle dans son essence. Elle aurait pu arriver n'importe où, dans n'importe quelle maison, à n'importe quel couple. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un mensonge, pour que tout bascule, pour que le monde que l'on croyait connaître se dissolve comme un rêve au petit matin. La technologie, ce miroir froid de nos vies, a juste été l'instrument qui a révélé ce qui était déjà en train de se briser. Chaque histoire de trahison, de perte, de reconstruction, résonne en chacun de nous. N'êtes-vous pas d'accord? Si mon récit vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces émotions, ces doutes, ces peurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre expérience, vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez entendre d'autres histoires de vie, car c'est en partageant nos épreuves que nous trouvons une force inattendue. Prenez soin de vous.